Est-ce que vous savez le pourcentage que représentait l'agriculture à la fin du XVIIIe siècle? Est-ce que vous avez la moindre idée de quel est le pourcentage des gens qui étaient agriculteurs à la fin du XVIIIe siècle? Allez, comme ça. Deux tiers, c'était 85. Voilà, 85% des gens à la fin du XVIIIe, c'est-à-dire juste après la Révolution. Donc ça veut dire que la majorité des travailleurs étaient ruraux, étaient des agriculteurs. On parle d'une époque particulière, évidemment, puisque l'agriculture n'était pas du tout automatisée, elle c'était complètement manuelle. Il n'y avait pas d'usine il y a 200 ans, et il y a 200 ans, il n'y avait pas d'usine. Et donc les historiens parlent d'une époque plutôt figée, dans laquelle voilà, on a une société rurale à la faible productivité, et qui est plutôt rétive aux innovations. Alors évidemment, tout est manuel, la moisson, le battage, tout est manuel. Et ça, c'est quelque chose qui se passait il y a 200 ans. 200 ans, c'est-à-dire en fait 8 générations, 7-8 générations, ça veut dire que les arrière-grands-parents de nos arrière-grands-parents étaient à l'époque de cette révolution, de la révolution, fin du 18e. Ils vivaient tellement une vie qui n'a rien à voir par rapport à ce que nous on vit il y a 200 ans. Moi-même, je suis issu d'une famille d'agriculteurs, comme probablement 80% d'entre vous, 85% d'entre vous. Une longue lignée d'agriculteurs. Voilà, mon grand-père était le dernier agriculteur, certes un petit peu motorisé, mais encore une fois très peu automatisé. Mon père a rompu avec cette tradition, et moi-même aussi. Alors je vois que certains d'entre vous se disent, oui, bah, moi je ne suis pas agriculteur, mes grands-parents, moi je suis issu de... On est informaticien de père en fils depuis 200 ans, mon arrière-grand-père faisait du PHP 2, donc bon voilà. Non, bah, moi mes grands-parents étaient agriculteurs. Et donc, si je vous parle, là je vois Cyril qui doit se dire, oh là là, il a sorti le cours d'histoire de 5e, qu'est-ce qu'il nous fait? Il n'est pas au courant de ce qui va se passer. En fait, si je vous parle d'histoire aujourd'hui, j'ai introduit là-dessus, c'est parce que je me suis dit, tiens, pour réfléchir à notre condition de codeur dans notre rôle, voilà, dans l'industrie, dans la société, voire même dans l'histoire, je me suis dit, voilà, comment les historiens du 24e ou du 25e siècle regarderont ce qu'on a fait, nous, ce qu'on est en train de faire, ce qu'on est en train de vivre, à l'aune voilà, de l'histoire. Et on n'a pas forcément le réflexe, nous autres, qui sommes plutôt avides de prospective, de modernisme, de progressisme, de regarder l'histoire, et pourtant elle nous conte des choses assez fascinantes sur la révolution industrielle qu'on est en train de vivre. Alors, révolution industrielle, voilà, le mot est lâché, mais alors, je ne vais pas vous faire l'Antiquité, allez, je vous fais grâce du Big Bang, de l'Antiquité. Alors, sachez qu'entre l'an 0 et l'an 1000, il y a eu 10% de croissance dans l'économie mondiale, enfin 10% pas par an, 10% entre 0 et 1000. Donc voilà, le Moyen-Âge, il ne s'est pas extrêmement passé grand-chose. On va plutôt se focaliser sur l'époque contemporaine, c'est-à-dire en fait, les 200 dernières années qui ont vu en fait, la grande majorité des changements qu'on connaît arriver. La première révolution industrielle. Voilà, alors effectivement, ce qui est intéressant, cette première révolution industrielle, j'en dis juste un mot, c'est que nous, en France, on n'a pas été extrêmement bons par rapport au Royaume-Uni. Et ce qui est marrant de se dire, c'est que nous, à cause d'un déficit de démographie, la population croissait moins, on a dû faire face à un challenge. Et en fait, on a fait face à cette compétitivité. Déjà, on avait un problème de compétitivité, ça sonne encore aujourd'hui. Et ce qu'on faisait, c'est qu'on exportait grâce à une main-d'œuvre particulièrement qualifiée. On était connus pour notre qualité. Et ça, c'est marrant de se dire qu'aujourd'hui, eh ben, en fait, c'est pas nouveau. Nous, on a une réputation de codeurs, de développeurs de qualité qui va voilà, bien au-delà de nos frontières, dans la Silicon Valley et partout. Les codeurs français sont reconnus. Et ça date pas d'hier. En fait, il y a une espèce de culture française de la qualité que j'ai d'ailleurs constaté moi aussi. J'ai une petite anecdote. Quand je suis parti en Inde, m'expatrier pour développer mon entreprise, je parlais avec un négociant en marbre indien. Et quand je lui dis que je suis français, il me dit oh là là, les Français, vous voulez toujours de la qualité, c'est pas comme les Chinois. Les Chinois, eux, veulent en fait le plus bas coût, le plus bas prix, pas forcément la qualité. Vous, les Français, ce que vous voulez, c'est la qualité, la qualité, la qualité, peu importe le prix. Ça sonnait plutôt vrai à mes oreilles, parce que moi, j'étais justement en train d'essayer de sortir des lignes de code de qualité de mes premiers développeurs indiens, ce qui est une autre histoire que je vous raconterai peut-être un jour. Donc, première révolution industrielle, c'est quoi? C'est la vapeur, bien sûr, c'est le charbon, la fonte, les chemins de fer, et évidemment tout ça en conséquence, évidemment des nouveaux marchés. Donc on parle quand même d'un écosystème où on va voir quintupler, décupler les rendements, c'est vraiment très fort. Et évidemment une conséquence sur la société,
qui va être bien sûr, allez, encore une fois un peu d'histoire, l'exode rural, la création vraiment des villes, les ateliers qui commencent à apparaître pour améliorer justement ce rendement. Et ce qui est marrant, c'est que déjà à l'époque, donc voilà à quoi pouvaient ressembler ces ateliers, ces premiers, voilà, évidemment, c'est des conditions de travail très dures. Ce qui est marrant, c'est qu'on assiste déjà à des gens qui vont démonter, casser les machines, parce que voilà, ils considèrent que ce sont les responsables du chômage, dès le début du 19e. Et même là, aujourd'hui, nous, ça sonne un petit peu familier, le fait que des emplois se fassent voler par des machines, voilà, ça semble très actuel. Ensuite, bien sûr, cette deuxième révolution industrielle, alors les révolutions industrielles ne sont pas censées forcément se suivre, mais là, en l'occurrence, effectivement, il va se passer quelque chose immédiatement parce que la production mondiale avait doublé en 50 ans pendant la première révolution mondiale, la première révolution industrielle, et pendant la deuxième révolution industrielle, ça va encore doubler en moins de temps, voilà, en 30, 40 ans. Donc la deuxième révolution industrielle, c'est quoi? C'est bien sûr l'électricité. L'électricité, alors au charbon, à la métallurgie, au textile, à la vapeur de la première révolution industrielle, on a maintenant l'électricité, la mécanique, bien sûr, et le pétrole, la chimie. Les conséquences sur la société sont évidemment extraordinaires. On a bien sûr les usines qui vont se développer, évidemment, et bien sûr, en fait, les conséquences qu'il va y avoir, c'est que le moteur électrique va remplacer le moteur à vapeur, ça va repenser les usines, et c'est là qu'est née en fait la taylorisation, le travail à la chaîne, le Fordisme. Et donc, encore une fois, on voit comment une petite technologie, enfin petite entre guillemets, là, une technologie va considérablement transformer la société et comment on travaille. Et même à ce moment-là, évidemment, il y a des conséquences sur tout un tas de choses, et notamment sur la grande industrie qui est née au début du siècle, qui est bien sûr l'automobile. L'automobile, avec ses conséquences sur la mobilité et l'environnement. Donc allez, je termine rapidement sur cette deuxième révolution industrielle, puisque là on parle quand même d'une activité industrielle qui va être multipliée par 50. Voilà, on est vraiment dans des contextes complètement délirants, et qui se prend fin, voilà, à l'aube de la Seconde Guerre mondiale. Et maintenant, cette troisième révolution industrielle, celle qui nous concerne potentiellement, nous. Parce qu'effectivement, qu'est-ce qui va s'être passé? C'est l'informatique qui va venir effectivement, on va dire, formaliser cette grande révolution industrielle. Alors évidemment, c'est quoi? C'est la première chose, c'est le hardware. C'est le hardware qui va révolutionner, c'est l'invention du microprocesseur au début des années 70, ensuite les ordinateurs avec Apple, et bien sûr l'électronique, l'audiovisuel, les télécoms qui vont faire naître évidemment Internet, et le nucléaire en termes d'énergie. Alors il se trouve que il y a quelqu'un qui s'appelle Jeremy Rifkin, qui est en fait un prospectiviste américain, qui lui a dit que la troisième révolution industrielle serait achevée quand on serait sorti du nucléaire avec un réseau. Alors sa vision, c'est un smart grid d'énergie propre, renouvelable, et en fait complètement décentraliser la production d'électricité, par exemple en faisant que chaque maison, chaque bâtiment soit relié à une grande grid pour que voilà, on sorte du nucléaire, on soit dans une ère post-carbone. Alors effectivement, c'est une belle vision qui est en réalité déjà adoptée officiellement par le Parlement européen depuis 10 ans. Il se trouve que vraiment le Parlement européen a ça comme objectif. Donc cette troisième révolution industrielle, dont on va parler de notre place dedans, mais juste un mot sur ses conséquences sociales. Qu'est-ce qu'on voit depuis quelques années, quelques dizaines d'années, c'est du capitalisme, du libéralisme débridé. On voit une grande croissance des inégalités, mais en même temps, beaucoup de gens dans le monde qui sortent de l'extrême pauvreté. Et à ça, bien sûr, c'est pas pareil pour tout le monde. Effectivement, l'Occident, potentiellement, les classes moyennes en Occident vont pas forcément gagner dans la mondialisation. Alors, quand on pense effectivement à ces trois révolutions industrielles, est-ce que, sans doute, comme moi, ou comme certains d'entre vous se disent, ça aurait été incroyable de vivre, par exemple, l'invention, même avant ça, l'invention de l'imprimerie par Gutenberg au XVe siècle, ensuite de voir vivre la vapeur, voilà, de voir se créer ça, ou voir même exister au début du XXe siècle, voir l'électricité arriver qui a complètement, encore une fois, révolutionné la société. Est-ce qu'on aurait bien aimé voir ça? Sans doute. Mais je pense vraiment qu'en fait, l'avènement de l'informatique et d'Internet est encore plus important, et ça ne m'étonnerait pas que dans 300, 400 ans, les gens rêveraient plutôt d'être exactement maintenant, à notre place, en train de voir Internet et d'avoir vu l'informatique et Internet arriver.
Et c'est clair que là, on est dans un contexte économique incroyable. On parle, par exemple, ici, si on regarde ça, c'est l'évolution de l'économie depuis 1000 ans, depuis 2000 ans. Donc au début, comme je vous le disais, c'est rien passé. Et puis bah là, depuis en fait simplement 50 ans déjà, on est dans un contexte économique incroyable. Et même aujourd'hui, là le graphique va jusqu'à 40 000 milliards, on est à 75 000 milliards. Alors évidemment, ce sont des chiffres qui peuvent vouloir dire tout et n'importe quoi, mais quand même, il y a une extrême richesse qui est en train de se développer dans le monde, et ce qui fait qu'on est dans un contexte extrêmement dynamique, nous, les ingénieurs, les développeurs, pour créer de la valeur. Comme on n'en a jamais vu dans l'histoire. Il n'y a aucun moment dans l'histoire où il y a eu une société tellement dynamique que ça. Et on est là. On est là en train de vivre notre troisième révolution industrielle, en tant que développeur, en tant qu'ingénieur. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire là-dessus? Quand on m'a parlé, quand Cyril et l'équipe de Best of Web m'a dit bah, « Tiens Thomas, tu peux venir, Best of Web, plein de techno, multi-framework, multi-langage », j'ai dit « Ouais, bien sûr, on va faire du React, on va faire de l'Angular. » Et puis, on va être full stack. Ah voilà, le mot est lâché. Le mot est lâché, full stack. Alors, c'est quoi le développeur full stack aujourd'hui? Le développeur full stack, c'est-à-dire vous, voilà, on se lève le matin, on se réveille, on prend nos emails, on trie les dizaines de newsletters qu'on reçoit, on les lit consciencieusement pendant le commute, pendant qu'on va au travail, on code toute la journée. À midi, bon, on se force à lire quelques blogs, encore une fois, parmi les centaines qu'on a en favori. Le soir, arrivé à la maison, c'est tuto, Quora, Stack Overflow, commit sur GitHub, sur les side projects. C'est ça, être full stack, simplement pour rester à jour. Rester à jour en quoi? Ouais, alors à la base, le back-end. Voilà, tout le monde connaît quelques langages back-end. Et bien sûr front-end. Évidemment, même si aujourd'hui, bon, déjà, je sais pas, migrer de React à Angular 4, bon déjà, ça va être une autre paire de manches. Mais admettons qu'on connaisse déjà ça. Et quid du dev natif mobile? Quid de l'IoT, Internet des objets? Quid de l'intégration continue, du DevOps, de la containerisation, de l'orchestration? Est-ce qu'on connaît tous ça? La blockchain. Ah, on est tous au point sur la blockchain. On est tous au point aussi sur la sécurité. Et puis j'oubliais évidemment les bots, le machine learning, le deep learning, la NLP, la NLU, l'AI, l'intelligence artificielle. Voilà, donc tous autant qu'on est full stack, qu'on est très bon dans tout ça. Ouais. Bon, bah écoutez, on va le dire tout de suite, hein, on va régler la question du full stack. Il est mort, voilà, c'est terminé. Il n'y a plus de développeurs full stack de nos jours. Alors évidemment, on se souvient il y a quelques années encore, on prenait notre petit FTP, on balançait sur une stack LAMP du PHP, du HTML et on était full stack. No need another developer. Voilà, on était full stack. Mais j'ai aujourd'hui vous parler d'une nouvelle idée qui serait plutôt le développeur universel. Le développeur universel, parce qu'aujourd'hui, vous voyez, quand on parle de codeur, quand on vient me parler de full stack, de framework, je vais immédiatement penser technologie, quelle technologie, comment on va apprendre, comment on va rester à jour. J'ai pensé au dernier framework JS, à la dernière mode de containerisation, je vais devoir penser à tout ça, mais en fait, il y a quelque chose qui peut-être nous manque. C'est l'idée que le codeur doit également penser plus largement à sa création de valeur, à sa place, à comment il va créer de la valeur dans ces marchés, dans cette société. Et ça va être un grand écart pour le développeur, parce que d'un côté, il va devoir se spécialiser pour rester compétitif dans une industrie complètement globalisée. Vous ne pouvez pas être moyen partout. Alors, dans certains contextes peut-être, mais aujourd'hui, n'importe quelle personne dans le monde avec un ordinateur et une connexion Internet peut prendre votre travail et souvent à un coût plus faible. La réalité, c'est que d'un côté, on va devoir être spécialisé, de l'autre côté, comme je le dis, pour moi, il va falloir penser à un autre niveau. Penser plus entrepreneuriat, penser plus social, penser plus société, penser philosophie sur ce que sont nos métiers, sur ce que sont nos actions sur la société. Ce n'est pas un hasard si les 5 plus grandes capitalisations boursières aujourd'hui, les GAFAM, sont tous des entreprises qui créent leur valeur grâce au software. Même Apple, à certains égards, qui est effectivement un peu une exception, qui tire encore beaucoup de valeur de son hardware, va évidemment se tourner de plus en plus vers le software. Le développeur doit être entrepreneur, responsable, visionnaire, parce que c'est lui qui va faire la différence. On disait justement, c'est quoi la différence entre un objet et un smart object? Quelle est la différence entre une watch, une smart watch, une balance et une smart balance? C'est surtout du temps de codeur.
La différence, pour faire un objet, un smart objet, c'est le temps de codeur qui va passer dessus. Et clairement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le software, le développeur qui va faire la différence au XXIe siècle. Le hardware, honnêtement, ça devient une commodité. Tout comme le hosting va devenir une commodité. Enfin, il y a certaines personnes, certaines entreprises qui vont continuer à innover dans ce secteur-là, mais ça devient une commodité tel point qu'à un moment donné, ça va devenir quasiment gratuit pour tout le monde. Tellement ça va être automatisé, tellement ça va être... Voilà, le coût marginal sera nul des nouveautés, du développement, des choses autour du hardware. Et donc, comme je vous parlais de la première et de la deuxième révolution industrielle, c'était intéressant parce que ça nous permettait de voir qu'il y avait des gens qui avaient pensé à ce moment-là, qui avaient pensé à la place du développeur, pas du développeur, dans la place de ces changements dans la société. Par exemple, Marx, qui pense à l'occasion de la deuxième révolution industrielle, de la place voilà, du bourgeois, du prolétaire, il formalise le capitalisme. Nous, qui sommes tous des prolétaires, plus ou moins ici, puisqu'on travaille, on ne vit pas de notre capital, sauf peut-être quelques rentiers ici qui se cachent. Non, voilà, nous travaillons, nous sommes des prolétaires, c'est ce que nous disait Marx, qui avait justement formalisé la fin de la société féodale en société industrielle, ou Jaurès, qui critiquait le fait qu'on pouvait être dans une démocratie, mais en même temps, dans l'entreprise, on ne vote pas. Donc, on est un peu esclave de son entreprise. Voilà, et ça, c'est des idées plus socialistes, mais des idées plus libérales de Keynes ou de Friedman que je ne développerai pas. Et évidemment, l'État, la politique va jouer un rôle important. Mais elle ne peut pas inventer, elle ne peut que favoriser, comme on a favorisé la première révolution industrielle par les brevets. Avant, il n'y avait pas de brevets, et c'est pour ça que les brevets ont permis de créer des monopoles temporaires pour permettre aux entreprises de se développer. Donc l'État peut jouer un rôle, évidemment, mais c'est surtout nous, les développeurs, qui allons créer la valeur. Alors inspirons-nous des grands hommes, des hommes d'esprit universel tels Léonard de Vinci, Descartes, Newton, Marx ou même Einstein, qui n'étaient pas simplement des gens qui étaient voilà, dans leur technique, dans leur science, mais qui pensaient également à la philosophie, au pacte de société, à l'art, et qui participaient à la vie en communauté. Parce que si ce qui se passe aujourd'hui, ça nous pose des questions, ce qui se passe dans le futur va en poser encore bien davantage. Parce que ce qui se passe maintenant, c'est la 4e révolution industrielle qui pointe le bout de son nez. Donc après la mécanisation, l'industrialisation, maintenant c'est la 4e révolution industrielle qui va mêler la collaboration des systèmes et bien sûr l'intelligence artificielle. Évidemment, la grande différence, ça va être vous, les développeurs, qui allez la créer. Les métiers intellectuels sont les premiers à disparaître à cause de nous. Les comptables, les avocats, les médecins à certains égards, les radiologues vont tous disparaître à cause de quoi? À cause du fait que nous, on va invoquer le big data. Comment espérer, comment imaginer qu'un médecin, qu'un avocat soit plus efficace qu'un système intelligent qui va invoquer l'ensemble du big data pour faire une analyse? Tous les métiers dont le principe c'est de prendre de la donnée, de l'analyser et d'en sortir une analyse vont disparaître à court ou moyen terme. Et ça, c'est à cause de nous. C'est à cause de nous, les développeurs, parce qu'il se trouve qu'une bonne partie d'entre vous vont bientôt switcher sur de l'IA, sur du machine learning et du deep learning. Alors je dis bientôt, c'est peut-être pas l'année prochaine, mais probablement dans les 10 prochaines années, si je devais parier, je dirais que 80% d'entre vous, en 2027, sera en train de développer des choses plutôt autour de l'IA. Concrètement, voilà, ce sera les assistants qui vont tout balayer. Alors on parle bien sûr de Google Assistant, de Siri, on parle bien sûr d'Amazon Alexa. C'est impressionnant ce qui se passe, par exemple, avec Amazon Alexa aux US, qui est en train de se développer à une vitesse incroyable. Nous, on ne l'a pas encore en France, mais quand ça va arriver. Comme disait le CEO de Microsoft, Satya Nadella, Voice is the next platform, et je le crois tout à fait. Parce qu'aujourd'hui, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on parlera avec nos assistants virtuels, on n'aura plus besoin d'interface. Aujourd'hui, alors c'est un peu marrant que je dise ça aujourd'hui dans une conférence où il y a beaucoup de front-end, mais tout laisse penser que bientôt, les interfaces du type La Fourchette, Booking, les interfaces du type Trendline vont disparaître. Parce qu'évidemment, j'aurai un majordome virtuel dans ma poche qui sera capable d'invoquer en une seconde l'ensemble de mes réactions, l'ensemble de mes préférences. Et alors une des questions qui se pose ici, évidemment, c'est l'enjeu technique. Comment on va interconnecter ça? Il est probable que voilà, aujourd'hui, pour certains d'entre nous, l'enjeu c'est de faire une belle plateforme avec une belle UI, une belle interface, mais demain, l'enjeu ce sera de faire en sorte que Google Assistant ou Amazon
soient bien connectés à notre service. Ce sera notre enjeu. Et même d'ailleurs, là vous vous dites Amazon Alexa, oui, Google Assistant, mais c'est des questions clairement éthiques qui vont se poser. Quid de la data? À qui appartient-elle? Comment accepter potentiellement que tout ça soit fermé? Alors peut-être qu'on verra émerger, peut-être par vous, des assistants virtuels open source, dont la data sera distribuée en un modèle de smart grid, open data. Comment éviter que ces assistants soient corrompus par la pub, par les placements de produits, alors qu'en réalité c'est presque déjà trop tard, parce qu'aujourd'hui même, quand je fais une recherche Google, une recherche La Fourchette, une recherche Booking, dans mon newsfeed Facebook, c'est pas moi qui décide vraiment où je vais manger. C'est pas moi qui décide vraiment ce que je vais lire. Ce sont déjà les GAFA à certains égards. Donc aujourd'hui, vous-même, vous allez sans doute rapidement vous trouver confronté à des questions du type, comme les gens de chez Tesla, qui vont devoir à un moment donné réfléchir à si je dois tuer deux personnes avec je dois forcément tuer une personne dans un accident de voiture, qu'est-ce que je choisis? Vous allez forcément vous confronter à des questions un peu similaires. Donc on serait bien inspiré, nous les développeurs, de commencer à réfléchir à ça, commencer à réfléchir à qu'est-ce qui va se passer en termes d'éthique, de social, de philosophie. Mais effectivement, c'est pour moi déjà, à certains égards, la fin de l'âge d'or du front-end. Bon, je suis désolé de le dire aujourd'hui. Mais bon, on a encore un petit peu de temps. On a encore un petit peu de temps, mais là, je vous ai parlé du court terme, qui est assez inéluctable, assez visible, parce que même aujourd'hui, les assistants existent déjà. On voit très bien qu'on n'est pas très loin d'avoir quelque chose de ce type-là, assez intelligent. Mais quid de l'intelligence, la grosse intelligence, celle qui peut arriver un peu plus long terme, dans 30, 40 ans. La 4e révolution industrielle, potentiellement, elle va avoir un impact à très long terme à cause de cette grande artificielle. Donc je ne vais pas vous faire un gros topo sur l'intelligence artificielle, j'ai plus beaucoup de temps et en même temps, ce n'est pas le but du jeu aujourd'hui. C'est vraiment juste de vous rappeler que ça va arriver. Et donc, par exemple, ça c'est un article de Tim Urban qui a dit qu'on avait une vision distordue de l'intelligence. Par exemple, on considère que nous, on est très intelligents, que certains de nous sont très intelligents, d'autres humains sont très idiots, et qu'en gros, le reste de l'écosystème est très idiot. En réalité, l'intelligence, elle se mesure plutôt comme ça. C'est-à-dire qu'en gros, entre deux humains, il n'y a pas beaucoup de différence d'intelligence par rapport à l'intelligence qui est disponible dans le monde. Et ce qui va arriver, c'est qu'en réalité, l'intelligence artificielle, elle va augmenter de façon exponentielle, croissante très vite. Et ce qui risque de se passer, c'est ça, c'est-à-dire que quand on verra l'IA arriver à notre niveau, elle va nous dépasser en un instant. Peut-être en quelques jours, peut-être en quelques semaines, peut-être en quelques mois. Là, elle va probablement dépasser assez vite notre niveau de compréhension d'humain. Donc voilà, sur le long terme, là, qu'est-ce qu'on a ici? C'est que les experts, alors ils ont sondé des experts en disant mais quand est-ce que vous pensez vraiment que ça va arriver? Alors en moyenne, les experts pensent qu'on aura une Artificial General Intelligence, c'est-à-dire au niveau d'un humain, dans 20-25 ans, donc 2040, et une super intelligence bien plus intelligente que nous dans 40 ans. Alors évidemment, en 40 ans, une majorité d'entre nous sera encore là à assister à ça, ce qui est en fait à la fois extrêmement excitant et un petit peu inquiétant. Mais pour conclure, effectivement, nous, dans ce contexte-là, on va sans doute voir nos métiers disparaître, on va sans doute voir la société passer de 90% de travailleurs à 5% de travailleurs. Et on nous dit non, peut-être pas, quand même pas, peut-être dans 100 ans, dans 200 ans, mais pas dans 40 ans. Oui, alors souvent, ça ne va pas aussi vite qu'on le croit. Comme disait Peter Thiel, en l'an 2000, on voulait des voitures volantes, on a eu 140 caractères avec Twitter. Mais quand même, il faut se rappeler qu'il y a 200 ans, il y avait ça. Et comment expliquer que si on devait expliquer à un agriculteur de 1800 qu'il allait passer de ça, 85% de la population complètement féodale, rurale, à ça, voilà, 200 ans plus tard, c'est forcément un petit peu perturbant, il ne pourrait pas vraiment comprendre ce qui se passe. Alors si on vous dit dans un écosystème où la croissance elle est délirante, je voulais vous montrer tout à l'heure, on peut très bien avoir dans 40 ans la fin du travail, même avant. Et donc on voit déjà des choses qui se passent, comme par exemple ce genre de choses, les usines dans le noir. On a l'anecdote de Philips qui a mis 128 robots au lieu d'exporter, au lieu de partir en Chine, 128 robots aux Pays-Bas.
et en entrée de la matière première, en sortie des rasoirs électriques, et rien, aucun humain entre les deux, si ce n'est que 9 personnes qui, à la fin de la chaîne, vont écouter les rasoirs, voir s'ils marchent. Donc cela va arriver, et vraiment, je considère que le développeur universel qu'on devrait tous être va devoir réfléchir à ça, parce que c'est nous qui allons créer ça. Et vous ferez bien, nous ferions bien à un moment donné, même d'être inspirés à peut-être s'y mettre immédiatement. Donc, tout comme vous, à un moment donné, j'ai commencé à me renseigner. Voilà quelques livres que vous feriez bien de lire, comme j'ai commencé à le faire, pour se mettre à ça. Parce qu'il y aura des gagnants, même peut-être cyniquement, si on se dit qu'il y a des gagnants et des perdants dans cette grande bataille de l'IA, bah, vaut mieux que potentiellement ce sera vous les gagnants. Donc, vous feriez bien de s'y mettre tout de suite. Mais voilà, l'idée c'est d'avoir vraiment une conscience un peu plus universelle, se dire c'est nous qui allons. C'est pas le politique qui doit avoir ça en tête. Rappelez-vous quand même qu'on a eu Albanel, une prof de lettres qui a créé Adopi par feu OpenOffice. Qu'au gouvernement aujourd'hui on a pratiquement personne qui est un ingénieur, alors que dans des pays comme Singapour, voilà, le Premier ministre est un master de computer science. On parle souvent même de Xavier Niel quand on parle de geek, mais c'est même pas un ingénieur, c'est un super entrepreneur, mais ce n'est pas un ingénieur. On n'a pas d'ingénieurs qui prennent la parole sur des sujets de société. Donc voilà, ce que je dis, c'est que nous autres, les développeurs, le développeur full stack pour moi est mort. Le développeur universel va arriver. Il doit être spécialiste de l'IA, spécialiste du machine learning et en même temps philosophe, spécialiste de société, d'économie, de politique. Eh bien, on va encore moins dormir la nuit. Merci à tous. Merci Thomas.